Bonjour, merci beaucoup d'être présent pour cette première conférence de ce troisième et hélas déjà dernier jour du festival Explore Espace. Alors je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Alain Le Cavelier, que je connais depuis longtemps. La question qu'il se pose et qu'il nous pose fait partie de ces questions simples que je trouve particulièrement intéressantes parce qu'elles nous mènent loin dans la compréhension de la physique. C'est presque une question d'enfant, mais pour y répondre, il faut faire de la science, il faut s'engager dans une enquête savante. Et par ailleurs, la réponse peut donner lieu à des illustrations assez merveilleuses, et on verra ça, j'imagine, dans la conférence. Alors, Alain Le Cavelier, vous êtes directeur de recherche au CNRS, à l'Institut d'astrophysique de Paris. Vous êtes également professeur à l'École Polytechnique. Vous avez dirigé pendant 6 ans la commission Exoplanètes de l'Union astronomique internationale, qui est le parlement des astronomes, en quelque sorte. Vous êtes d'ailleurs à l'origine d'une étonnante découverte concernant les exoplanètes, à savoir que certaines d'entre elles subissent une évaporation lorsqu'elles sont trop proches de leur étoile. C'est quelque chose d'assez merveilleux. Je ne sais pas s'il sera question d'évaporation des planètes dans votre conférence, mais je suis très curieux et très heureux de l'entendre. Je vous laisse 50 minutes pour la conférence, et puis ensuite je passerai le micro pour que vous puissiez poser des questions à Alain Le Cavelier. Voilà, merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas comment on allume. Ah, il ne faut pas toucher. Prends un autre micro. Vous m'entendez ? Ah, très bien. Eh bien, merci beaucoup à David Fossé d'avoir fait cette courte mais fort élogieuse présentation. Et ben moi, je vais retourner cette présentation parce que vous avez eu la chance d'avoir cette introduction par David Fossé, qui est l'auteur du livre Exoplanètes. Et donc, je vous invite, je crois même qu'on peut l'acheter en librairie. Alors peut-être pas aujourd'hui, mais voilà. Mais il est disponible. Voilà, je peux vous confirmer qu'on peut l'acheter encore aujourd'hui. J'en parlerai évidemment, mais je tenais à le faire dès maintenant parce que dans les illustrations de couverture de cette conférence, j'ai mis deux diapositives de titres. Une diapositive sur les couleurs du ciel sur Terre, et cette image est extraordinaire parce qu'elle contient une quantité d'informations colossales qu'on va essayer de décrypter tout au long de cette petite conférence. Vous voyez l'arc-en-ciel, on va parler d'arc-en-ciel. On voit qu'il y a des zones du ciel qui sont bleues, on va sur la gauche. On va expliquer pourquoi le ciel est bleu. On voit que les nuages sont blancs ou gris, que c'est pris au coucher de soleil, donc il y a des couleurs orangées. C'est une richesse de couleurs dans le ciel sur Terre qui est absolument incroyable, illustrée par cette photographie, qu'on va essayer de décrypter tout au long de cette conférence ce matin. Et puis, j'avais créé une deuxième diapositive, parce que le titre de cette conférence, c'est « Les couleurs du ciel sur Terre et sur les exoplanètes ». Et j'ai pris cette illustration d'un dessin de Manchou, voilà, dont vous pouvez voir une exposition ici, et qui est l'illustrateur de ce livre Exoplanètes, écrit par David Fossé. Mais pour rendre honneur à tous ceux qui se doivent, je dois préciser que cette idée de conférence sur les couleurs du ciel vient d'une longue histoire. Il y a à peu près une dizaine d'années, il y a Émilie Martin, qui est l'organisatrice de ce festival ici, qui est journaliste au journal Ciel et Espace, qui est venue m'interroger sur pourquoi le ciel est bleu. Alors je dis, ça c'est facile, etc. Et puis en réfléchissant, je me suis dit, non, finalement, il y a vachement de trucs à comprendre dans les couleurs du ciel. Et ce dialogue avec une journaliste scientifique au magazine Ciel et Espace, et un scientifique que je suis, a nourri l'idée d'un livre que nous avons coécrit sur le ciel et les étoiles sans complexe, où on explique tous ces phénomènes très simples, comme l'a dit David il y a quelques instants, des questions vraiment d'enfants, pourquoi le ciel est bleu, pourquoi la Terre tourne, etc. Et finalement, on se rend compte que derrière ces questions très très simples que les enfants peuvent se poser, il y a des explications d'abord relativement simples, mais si on creuse un peu plus, on se rend compte qu'il y a des notions extrêmement sophistiquées et que ces questions font encore l'objet de recherches contemporaines dans les laboratoires de France et de Navarre et d'outre-Atlantique et d'ailleurs. Donc ce livre est un peu difficile à trouver maintenant parce qu'il a un peu plus d'une dizaine d'années, mais
Je vous invite à consulter donc, les livres de David Fossé. Donc voilà une image. Et il y a un autre livre, on commence par une page de pub. D'habitude, c'est l'inverse. Hein. Mais pour éviter que vous partiez, au moment de la pub, on fait la pub avant la conférence. Hein. C'est une astuce de commercial, hein, évidemment. Et un autre livre dont je ne peux pas ne pas faire la publicité, qui est celui de Flavien Kieffer sur les exoplanètes, où là, c'est écrit par un scientifique, et donc il y a énormément de détails scientifiques. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les exoplanètes, vraiment, je vous conseille très, très vivement ce livre de Flavien Kieffer. Mais retournons sur Terre et commençons à nous interroger sur les couleurs du ciel sur la Terre, et on terminera par les couleurs du ciel sur les exoplanètes. Alors d'abord, si on veut comprendre les couleurs du ciel, il faut d'abord comprendre un peu les notions de c'est quoi la couleur au fond. Hein. Et je crois que l'arc-en-ciel est typiquement, l'arc-en-ciel est typiquement un bon exemple d'illustration du fonctionnement des couleurs, et on va expliquer les couleurs de l'arc-en-ciel, et vous allez voir, vous allez peut-être apprendre quelques petites choses sur cet arc-en-ciel. Et puis on va tout simplement répondre à la question toute bête: pourquoi le ciel est bleu? Je sais pas, quand on est enfant, on peut se poser, tiens, pourquoi il est bleu, pourquoi pas vert, jaune, marron, je sais pas quoi. Et ben, on va répondre à cette question. Puis après, finalement, on va voir qu'il y a un lien avec la couleur du ciel, du coucher de soleil, qui est rouge. Et on va voir des rayons verts, évidemment, pour faire clore le flou du spectacle. Et on terminera, évidemment, par les questions de couleurs sur les planètes qui ne sont pas des planètes du système solaire, les exoplanètes, planètes extrasolaires, pour lesquelles on a des informations sur les couleurs du ciel. Alors d'abord, commençons par l'arc-en-ciel. Voilà, je vous disais, hein, cette première image est absolument fabuleuse. Il y a toute l'information que je vais essayer de vous décrire aujourd'hui, avec un très bel arc-en-ciel, le ciel bleu, les nuages blancs, etc. Mais commençons par l'arc-en-ciel. Alors vous savez sans doute, on le dit, bon, il y a un arc-en-ciel quand il y a du soleil et qu'il pleut, et que la lumière est décomposée par les gouttelettes d'eau. Au fond, ça fait un phénomène de prisme, qui est illustré ici. Donc il y a de la lumière blanche qui arrive de la gauche, qui passe à travers un prisme et qui est décomposée dans toutes les composantes de la lumière blanche, toutes les couleurs qui composent la lumière blanche, du rouge jusqu'au bleu. Alors pourquoi la gouttelette d'eau, pourquoi le prisme décompose la lumière comme ça? Déjà, c'est pas complètement évident, enfin. Hein, bon. En fait, il faut comprendre un phénomène qui est lié à la vitesse à laquelle la lumière se propage dans un milieu. Et pour donner un exemple, j'ai utilisé cette illustration dans le livre « Ciel et étoiles sans complexe » qui a été faite à l'occasion de ce livre. Et voilà, je vais prendre le petit laser. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez le laser. Oui. On va prendre, vous voyez, l'image la lumière qui part du poisson là, et puis il y a l'oiseau là qui va chasser. Il va essayer de voir où est-ce qu'il y a le poisson, et pouf, il va plonger pour l'attraper. En fait, la lumière, donc l'image qui part du poisson, elle ne va pas aller en ligne droite jusqu'à l'oiseau. La lumière, elle est ralentie dans l'eau. Elle va moins vite dans l'eau. Et donc, le trajet le plus rapide, c'est ce qu'on appelle le principe de Fermat. Le trajet le plus rapide pour la lumière, pour aller de cet endroit-là à cet endroit-là, c'est de sortir de l'eau assez rapidement, parce qu'on va moins vite, et puis après d'avoir cette trajectoire. Donc en fait, la trajectoire la plus rapide pour la lumière, ce n'est pas la ligne droite, c'est de sortir de l'eau et après d'aller à sa cible. D'accord? Donc ça, c'est le principe de Fermat. Il était mentionné que je fais des cours à l'école polytechnique. On explique ce principe, c'est un principe fondamental de la physique, les principes variationnels, le fait que la lumière choisisse la trajectoire la plus rapide, c'est en physique un principe d'une profondeur absolument incroyable. Mais pour nous, c'est important de comprendre, c'est que la lumière, donc, elle fait cette trajectoire. Mais il se trouve qu'il y a un autre phénomène qui s'ajoute à ça, c'est que la lumière bleue est plus ralentie que la lumière rouge dans l'eau. Donc, la lumière rouge va suivre cette trajectoire pour aller retrouver, mais la lumière bleue, elle est plus ralentie. Donc, finalement, pour avoir le trajet le plus rapide, elle va avoir intérêt à sortir plus vite de l'eau
avoir une déviation plus grande à la sortie entre l'air et l'eau pour rejoindre l'oiseau comme ça. Donc la trajectoire la plus rapide pour le bleu est différente de la trajectoire la plus rapide pour le rouge. D'accord ? Donc vous voyez que la déviation pour le bleu est plus rapide que la déviation pour le rouge. Est plus grande, pardon, que pour la déviation pour le rouge. Et bien si on met une lumière au fond de l'aquarium, alors enfin, ça c'est important pour cette diapositive, c'est important pour l'oiseau. Évidemment, l'oiseau, il doit savoir que, et vous le savez, si vous regardez un aquarium, vous avez tous fait l'expérience de regarder sur le côté un aquarium et vous voyez que les poissons sont des positions différentes en fonction de l'angle sous lequel on les regarde. Hein. Mais là, pour nous, ce qui est important, donc, on va mettre plus un poisson, on va plus mettre un poisson, on va mettre une lumière, une étoile représentée là. Et donc la lumière rouge qui va là, elle va être déviée à la sortie de l'air, à la sortie de l'eau, et la lumière bleue est plus déviée. C'est ce que je viens d'expliquer pour le principe de Fermat. Et bon, si on met une lumière au fond de l'aquarium, qu'est-ce qu'on va se retrouver ? On va se retrouver avec un magnifique arc-en-ciel, et vous l'avez tous vu sur un verre d'eau, sur une table. Des fois, ça fait un arc-en-ciel sur la table. Enfin, on a tous vu cette expérience. C'est exactement ça qui se produit. Et c'est ce qui se produit dans l'arc-en-ciel que l'on voit dans le ciel. Il y a des gouttelettes d'eau, qui sont des petites bulles d'eau là, de la pluie qui tombent. Et la lumière, vous voyez, arrive en haut à gauche, elle va jusqu'au fond de la gouttelette d'eau. Alors déjà, elle est un peu décomposée quand elle entre dans la gouttelette. Elle est réfléchie dans le fond de la gouttelette d'eau qui fait un effet miroir. Et elle sort et en plus, elle est à nouveau déviée et de plus en plus décomposée. Et c'est comme ça que finalement, on voit un arc-en-ciel. Et c'est là que je vais faire le test pour savoir si vous avez bien suivi. Voilà, premier test de la journée. Je vous rassure les enfants, il n'y a pas de contrôle avec une note à la fin, heureusement. Est-ce que le bleu dans l'arc-en-ciel, est-ce que le bleu va être en haut ou en bas ? Quels sont ceux qui pensent que le bleu va être en haut ? Levez la main. Vous êtes timide, hein ? Ah, d'accord. Ah, quand même. Ah, ouais. Quels sont ceux qui pensent que le bleu... Alors, j'ai dit en haut ou en bas, la première ? En haut. Alors maintenant, quels sont ceux qui pensent que le bleu va être en bas ? Un peu plus. Et quels sont ceux qui n'ont pas d'opinion ? Et quels sont ceux qui dorment ? Personne. Évidemment, ça c'est bon. Eh bien, pas mal. Hein. Je fais assez souvent l'expérience. C'est pas mal parce que plus de personnes ont donné la réponse plus classique. Mais je vais rassurer les autres, ceux qui ont répondu le bleu en haut, finalement, ils avaient quand même raison, parce qu'il suffit de regarder le deuxième, regardez, il suffit de regarder le deuxième arc-en-ciel, c'est l'inverse. D'accord ? Mais l'arc-en-ciel principal, c'est le rouge qui est en haut. Et la raison est très simple, hein, parce que si on regarde, donc vous voyez le petit schéma que je vous ai montré là, je vais vous montrer un autre schéma qui vous explique pourquoi le bleu est en haut et pourquoi le bleu est en bas et le rouge en haut. C'est que finalement, les gouttelettes d'eau qui contribuent à la lumière rouge dévient moins que celles qui contribuent à la lumière bleue. Et donc, si vous regardez la lumière du soleil, comment ça se recompose, et vous voyez, on comprend tout de suite que c'est plus dévié, donc ça peut être en bas pour le bleu. D'accord ? Voilà le principe. Et puis, donc on peut aussi se demander comment on peut voir un arc-en-ciel. Ça, c'est pratique parce que il n'est pas inhabituel de voir des gens, tiens, il pleut, on voit le soleil, on devrait voir un arc-en-ciel. Puis, alors les gens sont comme ça. Moi, je sais pas, moi j'ai déjà vu, il pleut, il y a du soleil, puis ils regardent comme ça, ils disent, est-ce qu'il y a un arc-en-ciel ? Et vous avez tous fait ça, chercher l'arc-en-ciel quand il pleut, puis que vous voyez du soleil, quoi. Si on connaît le principe, on sait où est-ce qu'il faut le chercher. On ne regarde pas comme ça. Hein. La lumière, elle est déviée de 42 degrés, on va dire 45 degrés, vous voyez, un demi-angle droit. D'accord ? Et donc, si vous voulez chercher un arc-en-ciel, il faut mettre le soleil dans le dos, parce que si vous avez le soleil là, cherchez pas à voir l'arc-en-ciel dans le coin, hein, vous n'allez jamais le voir. Si vous avez le soleil en haut, au zénith, ou très haut dans le ciel, à plus de 45 degrés dans le ciel, cherchez pas l'arc-en-ciel, vous n'allez jamais le voir, il est vers le sol. Ce n'est pas la peine. Par contre, si le soleil, et c'est pour ça qu'on voit les arcs-en-ciel plutôt le matin ou plutôt en fin de journée,
C'est parce qu'il faut que le soleil soit assez bas, parce que la déviation n'est que de 45 degrés. D'accord ? Et donc, ce que vous allez voir, je vais essayer de garder mon micro. En fait, vous prenez le ciel, le soleil, vous prenez la direction opposée, vous faites un demi-angle droit, et vous allez voir l'arc-en-ciel. Et vous êtes sûr de le trouver. Donc, direction opposée au soleil, et autour de cette zone, on va dire. C'est là que vous allez trouver l'arc-en-ciel. Alors maintenant qu'on connaît ces histoires d'arc-en-ciel, qu'on a compris la décomposition de la lumière blanche en toutes ses couleurs, on va pouvoir essayer de comprendre aussi les couleurs du ciel, les couleurs du ciel bleu par exemple. Et ah non, je me trompe de bouton. Alors d'abord, on va répondre à la première question que je vous ai posée, qui est une question d'enfant, mais qui finalement mérite un petit débat, enfin une petite explication. C'est pourquoi le ciel est bleu. Et puis, vous allez voir tout de suite que, finalement, il y a un lien direct avec le coucher de soleil rouge. Et je vais expliquer pour ceux qui ont la chance d'avoir déjà vu ou ceux qui vont maintenant essayer de voir le rayon vert. Alors d'abord, pourquoi le ciel est bleu ? Eh bien, tout d'abord, c'est simplement la première explication qu'on donne assez souvent, c'est il y a de l'air, il y a une atmosphère sur Terre. En fait, s'il n'y avait pas d'atmosphère, comme sur la Lune, si vous avez eu la chance de voir l'astronaute hier qui est allé sur la Lune, il a pu vous témoigner que quand il était sur la Lune, le ciel était noir. Et vous en avez cette image-là. Sur la Lune, le ciel n'est pas bleu, blanc, rouge ou je ne sais pas quoi, il est noir parce qu'il n'y a pas d'atmosphère. Et donc, la couleur bleue, c'est la signature de la présence de quelque chose qui est notre atmosphère. Et maintenant, on va donc se demander... Ah oui, puis le ciel aussi, je vous ai dit le ciel est bleu, vous aurez pu protester. Des fois, sur Terre, le ciel, il est noir, quand même, quand il fait nuit. Et le ciel est noir quand il fait nuit. C'est parce qu'il n'y a pas de lumière du soleil, en fait. Quand le soleil il fait nuit, pas de lumière du soleil, le ciel est noir. Donc on peut, rien qu'avec cette observation simple que n'importe quel enfant peut faire, enfin, pour la Lune, c'est un peu plus compliqué, mais il peut prendre un livre ou interroger l'astronaute s'il vient explorer l'espace à la prochaine édition, j'espère que nous aurons à nouveau des astronautes, ou Thomas Pesquet, peut-être dans 2 ans, je ne sais pas, il viendra nous expliquer que, effectivement, dans l'espace, le ciel est noir. Donc, cette simple observation vous permet de conclure que pour avoir du ciel bleu, il faut de la lumière du soleil et une atmosphère. C'est le mélange des deux qui fait le ciel bleu. Et qu'est-ce qui se passe avec cette lumière du soleil qui interagit avec l'atmosphère de la Terre, donc les molécules d'oxygène et d'azote de la Terre ? Et bien en fait, la lumière, c'est ce qu'on appelle une onde électromagnétique, c'est un champ électromagnétique qui oscille comme ça, donc des petites vagues. Et donc, c'est un champ électromagnétique donc, qui fait bouger les particules chargées comme les électrons des molécules, et il les fait osciller. Et quand un électron oscille, il produit à nouveau son champ électromagnétique oscillant, il produit une nouvelle onde électromagnétique, il crée éventuellement une autre lumière. D'accord ? Donc quand vous avez une lumière qui touche des électrons des molécules de l'atmosphère de la Terre, les électrons bougent et créent une autre lumière qui va dans toutes les directions. Donc ça peut, finalement, les électrons résonnent, un peu comme la caisse de résonance d'une guitare, et dévient la lumière qui leur parvient dans toutes les directions. Mais il se trouve que cette déviation est beaucoup plus efficace pour la lumière bleue que pour la lumière rouge, enfin, ou toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. En fait, en termes physiques, la longueur d'onde, c'est un facteur 2 entre le bleu et le rouge, et donc la déviation est 16, c'est puissance 4. C'est 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est 16 fois plus efficace dans le bleu que dans le rouge. Et donc le résultat, c'est que finalement, la lumière blanche du soleil, vous voyez ce petit alpiniste là qui est au haut de la montagne, il y a le soleil qui éclaire, la lumière blanche du soleil qui va dans toutes les directions, elle touche et hop, elle touche l'atmosphère et elle me parvient, et c'est essentiellement de la lumière bleue qui est déviée. Et c'est la raison pour laquelle le ciel est bleu. Donc c'est la signature de la déviation, ce qu'on appelle la diffusion Rayleigh, trouvée par le physicien britannique Rayleigh. Et donc c'est la diffusion Rayleigh de la lumière blanche du soleil qui est plus efficace dans le bleu que dans le rouge. Donc voilà le principe. Et puis, alors cette observation,
diffusion relais. Il y a plein de milieux astrophysiques, on les voit, et l'exemple plus classique, c'est les étoiles, les Pléiades, que vous pouvez voir à l'œil nu dans le ciel d'hiver. Alors, si on fait une pause très longue avec des gros télescopes, hein, ça on ne peut pas le voir à l'œil nu, évidemment, même avec une petite paire de jumelles, il faut vraiment des télescopes qui sont très sensibles et faire des pauses photographiques très longues. On peut voir qu'autour de ces étoiles, il y a des petites poussières, et ces petites poussières diffusent la lumière et diffusent dans le bleu. Et c'est là qu'il y a un facteur très très important, qui est très utile pour nous, astrophysiciens, pour caractériser ces poussières, c'est que si les poussières sont plus petites que la longueur d'onde électromagnétique qui vaut à peu près un demi-micron, on va dire un micron, d'accord ? Si les poussières sont plus petites que le micron, elles diffusent la lumière bleue, c'est la diffusion relais, mais si elles sont plus grosses que le micron, que la longueur d'onde, la taille de la lumière en quelque sorte, eh ben elles vont diffuser toutes les couleurs de la même façon. Cette fois-ci, ça ne va plus être un effet de diffusion relais, ça va être un effet de miroir en quelque sorte. Donc si vous avez des particules qui font moins d'un micron, elles réfléchissent la lumière bleue. C'est par exemple le cas de la fumée de cigarette. Alors je ne vous conseille pas de fumer, mais si vous observez la fumée de cigarette, le reflet de la fumée de cigarette est bleuté parce que les petites poussières, en fait c'est pour ça que c'est très mauvais d'ailleurs la cigarette, c'est que les petites poussières qui constituent la fumée, ce n'est pas du gaz la fumée de cigarette, c'est des petites particules solides, mais qui sont plus petites que le micron, c'est pour ça d'ailleurs qu'elles sont très dangereuses, mais donc elles ont des reflets bleutés. Et les particules plus grosses que 1 micron, elles réfléchissent comme des miroirs, par exemple comme les nuages. Les nuages sont blancs, ils réfléchissent à la lumière du soleil, mais les gouttelettes d'eau, les nuages, ce n'est pas du gaz, hein, nouveau, c'est des gouttelettes d'eau. Les gouttelettes d'eau des nuages sont plus grands que 1 micron, donc elles font comme des miroirs. Ce n'est pas de la diffusion relais, c'est des miroirs. Donc ça réfléchit la lumière blanche du soleil. Et d'ailleurs, quand c'est le coucher de soleil, que le soleil est rouge, les nuages sont rouges. D'accord ? Parce qu'ils réfléchissent la lumière rouge du soleil qui est rouge au coucher de soleil, tout simplement. Alors, je sais que d'observer la fumée de cigarette, on ne va quand même pas demander aux gens de fumer pour ça, parce que c'est quand même mettre leur santé en danger. Donc, j'ai conçu une autre expérience beaucoup plus intéressante, qui est l'expérience de la cocotte minute. Et donc, je vois qu'il y a quelques enfants. Maintenant, quand en famille, vous ferez de la soupe, le soir, à la fin de la cuisson de la cocotte minute, vous pouvez faire échapper le gaz qui est contenu dans la cocotte minute. Alors, pour l'avoir, moi, je le fais presque systématiquement parce que j'adore cette expérience, donc je la fais pas quotidiennement, mais presque. Si c'est de la soupe aux épinards et que la casserole est bien pleine, faites attention, parce que des fois, on peut se faire engueuler dans la famille, parce qu'on a fait plein de bêtises. Mais bon, si ce n'est pas de la soupe aux épinards, vous pouvez enlever, vous laissez la vapeur s'échapper, pas lentement, si vous faites ça ne marche pas. Il faut enlever le chapeau, et ça part à toute vitesse. Et quand ça part à toute vitesse, la vapeur d'eau qui est contenue dans la cocotte minute, c'est une détente adiabatique qui part comme ça, et vous avez donc refroidissement de la vapeur qui sort de la cocotte minute, formation de petites gouttelettes d'eau dans cette vapeur qui s'échappe, et ces petites gouttelettes d'eau, si la vapeur va assez vite, elles n'ont pas le temps de se former, de grandir assez pour atteindre la taille critique de 1 micromètre. Donc elles sont plus petites qu'1 micron, donc elles réfléchissent la lumière bleue. C'est ce qu'on voit sur cette photographie. Alors j'ai pris des photographies différentes, mais je vais vous montrer le film, parce que j'adore cette expérience, et je vais vous montrer, ça doit être là, le film, regardez. C'est un film avec ma cocotte minute à la maison. Voilà, alors, hop, j'enlève, et regardez, c'est tout bleu, parce que la vapeur s'échappe très très vite, et elle n'a pas le temps de condenser les petites gouttelettes, c'est que des petites gouttelettes de moins d'1 micron. Mais ça va ralentir, regardez, ça ralentit. Et quand ça ralentit, là, elles ont plus de temps pour former des gouttelettes plus grosses. Et quand ça dépasse le 1 micron, ça va devenir blanc. Regardez, déjà en haut, c'est un peu plus blanté qu'en bas, parce que ça a plus le temps de fabriquer des gouttelettes d'eau grosses en haut, en fait, par rapport en bas. Et tout d'un coup, vous allez voir, hop, vous voyez, de temps en temps, ça ralentit. Ah, c'est blanc, vous voyez ? Et à la fin, c'est toujours blanc. Parce que ça va moins vite.
et ça forme des gouttelettes plus grosses, ça dépasse la taille critique, ça fait du blanc, ça explique pourquoi le ciel est bleu, pourquoi les nuages sont blancs. Tout simplement, vous avez l'expérience de la cocotte minute. Et à la fin, vous n'avez plus rien, parce que ça c'est fini. Voilà. Maintenant, il n'y a plus que la dernière question que j'avais posée, qui était la couleur du coucher de soleil rouge. Et en fait, finalement, c'est la même chose, tout va dans le même paquet. Une autre façon de le dire, c'est que le ciel bleu des uns est le coucher de soleil rouge des autres. Vous avez vu ces petits alpinistes là qui regardaient, qui voyaient la lumière bleutée. D'ailleurs, en fait, en parlant de montagne, si vous allez à la montagne, vous regardez attentivement, quand vous prenez des photographies, les montagnes lointaines sont toujours dans une sorte de brouillard un peu bleuté. Hein, et ce brouillard, il n'est pas blanc, ce n'est pas un brouillard gris, c'est un brouillard bleuté. Si vous prenez des photographies, vous les regardez attentivement, elles ont toujours les montagnes lointaines sont toujours... c'est la diffusion de la lumière, et vous voyez, d'ailleurs, sur cette photographie, on le voit aussi, elle n'est pas d'une couleur fabuleuse, mais regardez attentivement vos photos de montagne, et vous verrez que les montagnes loin ont toujours ces petites brumes bleutées. C'est la diffusion relais de l'atmosphère qui est entre vous et les montagnes. Et donc, voilà pour l'alpiniste qui voit la lumière bleue qui se réfléchit, mais la lumière bleue qui est diffusée, si la lumière bleue est diffusée, elle disparaît de ce rayon de lumière blanche. D'accord ? Et puis, donc il ne reste plus que du vert et du rouge. Et puis, si ça continue, si c'est une longue trajectoire, à la fin, il ne restera plus que ce qui n'a pas été diffusé, c'est-à-dire que le rouge. D'accord ? Et à la fin, donc, la lumière qui continue sa trajectoire, on élimine tout le bleu, tout le vert, et il ne reste plus, à la fin, que le rouge. Enfin, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel progressivement. Hein. Voilà, donc ça explique pourquoi le soleil, le coucher de soleil est rouge. Alors pourquoi, dans ce cas-là, pourquoi uniquement le soleil couchant ? On va demander. Pourquoi, quand il couche, quand il est en haut, il traverse l'atmosphère, hein, et il n'est pas rouge. Il est peut-être vaguement jaunâtre, mais pas plus. C'est simplement le fait que quand le soleil est à l'horizon, il traverse une couche d'atmosphère qui est beaucoup plus importante. On le voit sur ce petit dessin, vous voyez l'atmosphère qui a été exagérée pour l'explication. L'atmosphère, si vous avez le soleil au zénith, il traverse une petite couche, le soleil à l'horizon, il traverse une grande couche qui absorbe, qui diffuse la lumière bleue, et donc à la fin, vous n'avez que de la lumière rouge. Alors qu'au zénith, la traversée est beaucoup plus courte, et donc vous vous retrouvez avec une lumière à peine un peu jaunâtre, à peine un petit peu décolorée. Et maintenant, dernier terme que je vous ai promis d'expliquer, c'est le rayon vert. Alors, le rayon vert, quels sont ceux qui ont déjà vu le rayon vert ? Levez la main, ceux qui ont déjà vu un rayon vert. 1, 2, 3... Quels sont ceux qui sont trop timides pour avouer qu'ils ont déjà vu le rayon vert ? Quels sont ceux qui ont déjà essayé de le voir et qui n'ont pas réussi ? D'accord ? Quels sont ceux qui n'ont jamais essayé ? Ça doit être les autres, théoriquement. Quels sont ceux qui n'ont répondu à aucune question ? Ok. Alors, non, pas mal. En fait, finalement, quand même, quelques personnes, mais pas tant que ça, ont déjà vu. Quelques personnes, mais pas tant que ça, ont essayé, mais ne l'ont pas vu. Le rayon vert, c'est le dernier morceau de soleil qui disparaît à l'horizon ou qui apparaît au lever de soleil. Mais c'est plus souvent, en fait, on l'observe plus souvent pour des raisons de paresse. On aime bien rester au lit le matin. Et donc, on observe plus souvent les couchers de soleil que les levées de soleil, même si le lever de soleil, c'est parfois une bonne occasion de voir des rayons verts. Mais prenons le coucher de le soleil disparaît sous l'horizon, et le dernier petit morceau de soleil qui va disparaître sous l'horizon, il arrive, pas toujours, même dans les très bonnes conditions, pas toujours, mais il arrive que ce dernier morceau de soleil prenne une couleur verte, mais vert émeraude éclatante. D'un coup, en anglais, on ne dit pas rayon vert, on dit green flash. Et je trouve que ça traduit bien parce que ça fait vraiment paf d'un coup. Et je vous assure qu'il y a des fois, on le voit. Alors des fois, on hésite, on se dit, est-ce que je l'ai vu, je l'ai pas vu, je ne sais pas très bien, j'étais un petit peu ébloui, je ne sais pas très bien. Mais des fois, on le voit
je vous assure, on est là, et puis on se regarde tous, on dit ah bah ouais, on l'a vu, hein, ouais. Il n'y a pas un doute, hein. C'est vraiment un green flash. Et donc je vous invite tous à voir ce rayon vert. J'insiste, ce rayon vert, c'est pas un éblouissement. Il y a un certain mythe aussi qui dit que ah bah, peut-être on est ébloui, etc. Non, non, c'est un phénomène qui existe réellement. Et pour vous le prouver, bah, j'ai des photographies qui en donnent l'illustration. Voilà, une qui a été prise à l'observatoire de La Silla. Vous voyez, paf, et là, c'est pas une photo truquée. J'ai mon collègue Guillaume Hébrard qui a fait une très belle photographie. D'ailleurs, l'histoire de cette photographie de Guillaume Hébrard à l'observatoire de La Silla, c'est il essayait de les voir, parce que dans les observatoires, les astronomes souvent aiment bien aller voir le coucher de soleil, parce que le site est enfin, on est dans les bonnes conditions pour le voir. Et donc les astronomes souvent se retrouvent à essayer de le voir, le rayon vert. Des fois on le voit, des fois on ne le voit pas. À La Silla, on le voit presque une fois sur deux, hein. C'est très très bonnes conditions. Et ben, mon collègue Guillaume Hébrard, il essayait de le voir, et puis il avait un tout petit appareil photo compact, enfin, comme on fait, vous voyez, vraiment tout à fait ordinaire. Puis il prenait des photos comme ça, puis il regardait. Il dit bon, moi je ne l'ai pas vu le soleil se coucher, mais ça arrive. Il est rentré chez lui, puis il a dit oh, avant de jeter les photos, je les regarde, et puis il y avait un rayon vert dessus. Donc l'appareil photo, il a vu le rayon vert. Il y avait le rayon vert donc à 1 mètre de lui, comme ça, et lui, il ne l'a pas vu. Et une histoire Et donc voilà une autre photographie de rayon vert. Et ben voilà, donc ça existe le rayon vert. Alors comment ça marche? Eh bien en fait, avec tout ce que je vous ai expliqué, vous pouvez comprendre comment marche un rayon vert. D'abord, une première observation qui nous aide à comprendre ce phénomène, c'est l'observation que vous avez tous déjà faite, c'est que quand le soleil se couche, il apparaît aplati. Hein? Quels sont ceux qui savent pourquoi le soleil apparaît aplati à l'horizon quand il se couche? Ah, il y a des timides. Ah, si, quand même. Ah, voilà. Non, en fait, c'est une observation que n'importe quel enfant peut faire. Vous voyez, c'est vraiment, c'est incroyable. Hein. N'importe quel enfant peut regarder et puis dire, mais le soleil, il n'est pas rond, là. Enfin, quels sont ceux qui n'ont jamais vu que le soleil était pas rond quand il était en train de se coucher? Vous l'aviez jamais vu? Ah, vous n'avez pas fait attention. D'accord. Quels sont ceux qui l'ont déjà constaté, ce fait, que le soleil était aplati quand il était vu à l'horizon en train de se coucher? Pas mal de gens, oui. Pas tout le monde quand même, hein. D'accord. Bon, mais pas mal de gens ont déjà fait ce constat. Il suffit de. Enfin, maintenant qu'on le sait, c'est vrai que quand on le sait, on le voit plus. Hein. C'est toujours pareil. Quand on sait ce qu'il faut voir, c'est toujours plus facile de le voir. Mais voilà, bah, des photographies, vraiment, hein, ça se voit à l'œil nu. C'est vraiment, bah, c'est des vraies photographies. C'est pas du tout des photographies déformées. Et qu'est-ce qui fait que ce soleil apparaît déformé comme ça? Eh bien, alors, on pourrait faire. Comme le dessinateur du livre Ciel et étoiles sans complexe, faire croire que finalement le soleil il veut pas aller se coucher, il fait tout pour pas se coucher. Donc mais en fait c'est presque ça, c'est pas exactement ça. Mais je vais revenir à mon dessin. Vous vous souvenez de la lumière qui prend la trajectoire qui lui permet d'aller le plus vite, d'accord? Ce qui n'est pas la ligne droite, c'est la trajectoire la plus rapide. Et bien dans l'atmosphère de la Terre c'est la même chose. L'atmosphère de la Terre, elle est plus dense en bas qu'en altitude. On le sait bien, les alpinistes, même des fois, ils prennent, pour monter en haut de l'Everest, ils prennent des bouteilles d'oxygène, parce qu'il n'y a plus beaucoup d'atmosphère à 8000 mètres. Hein. Donc l'atmosphère de la Terre est moins dense en haut qu'en bas. Donc la lumière est moins ralentie à haute altitude qu'à basse altitude. Et donc la lumière du Soleil, qui nous provient de l'horizon, vous voyez, qui va là, et ben finalement, si on a le soleil ici, on pourrait aller en ligne droite, mais ce n'est pas le chemin le plus rapide. C'est le plus court, mais ce n'est pas le plus rapide. Le chemin le plus rapide, c'est d'éviter la partie dense de l'atmosphère et d'aller plus longtemps à haute altitude. Donc c'est une trajectoire déviée comme ça. Et ben, la déviation est d'autant plus importante que le soleil est bas sous l'horizon, et le bas du soleil est plus dévié, donc il apparaît plus haut qu'il n'est en réalité. Hop. Oui, allez-y. Lorsque j'étais en Grèce, dans les Cyclades, il y a une île qui s'appelle Ia, et c'est la plus haute
ça grimpe relativement raide en termes De dénivelé, oui. de dénivelé. Et quand on arrive au sommet, on est à peu près à 1800-1900 mètres d'altitude et il y a un soleil rouge flamboyant qui a littéralement l'impression de descendre sur les nuages en 2 minutes. Donc on a ce soleil rouge que vous me montrez et il y a une partie des nuages qui est bleue et la partie blanche des nuages a l'impression d'être absorbée. Le soleil couchant, c'est extraordinaire parce que ça donne une couleur orangée et d'un coup la partie rouge devient, c'est pas trop épineuse. Oui, alors en fait, c'est probablement tous les phénomènes de magnifiques couleurs qu'on peut avoir dans des sites extraordinaires comme celui que vous décrivez, c'est lié à tous ces phénomènes de diffusion qui, quand on est en haute altitude, il n'y a plus que la diffusion ou la réfraction. Ce phénomène-là, c'est le phénomène de réfraction qui joue un rôle, parce que quand on est à très basse altitude, il y a tous les poussières, les nuages, etc., qui fait qu'on voit moins bien. C'est pour ça que le rayon vert, c'est mieux d'aller typiquement à un observatoire ou en haute montagne pour le voir. Donc je vais continuer. Voilà, le soleil, finalement, la lumière est déviée, et quand vous le voyez là à l'horizon, le bas du soleil, la lumière a été plus déviée. Et donc finalement, il vous apparaît plus haut qu'elle n'est réellement, d'accord ? Mais vraiment plus haut qu'elle n'est réellement dans le ciel, et c'est beaucoup plus prononcé pour le bas du soleil, qui est tassé vers le haut. D'accord ? Et donc, ça fait un soleil qui est aplati. D'accord ? Et ce phénomène, il est plus important pour le bleu que pour le rouge. On l'a déjà vu. C'est tout l'effet de l'arc-en-ciel. En fait, c'est un effet d'arc-en-ciel à nouveau. Et donc, le soleil, il va apparaître plus haut en bleu, à hauteur moyenne en vert, puis encore un peu plus bas en rouge. D'accord ? Sauf que, on l'a vu, le bleu, il est absorbé par la diffusion Rayleigh. Hop, je supprime le bleu. Et donc, qu'est-ce qu'on se retrouve ? On se retrouve avec un soleil, avec un petit liseré d'arc-en-ciel en haut. Sans le bleu, il ne reste plus que le vert. Et regardez, donc voilà, c'est une autre explication du même phénomène, mais c'est le même truc, hein, c'est le même principe. Regardez cette photo, c'est exactement... C'est pas une photo truquée, hein, c'est une vraie photo. Vous voyez, donc le petit liseré vert, il y aurait s'il n'y avait pas d'absorption, peut-être dans les Cyclades ou un très très beau site, on pourrait avoir beaucoup moins de diffusion et voir, des fois on peut voir le rayon bleu. Moi je ne l'ai jamais vu, mais dans les sites en très haute altitude, où il y a très peu de diffusion Rayleigh, ça peut donner des couleurs, mais là, vous voyez, le bleu a disparu, il ne reste plus que le rayon vert, et donc ça fait un rayon vert. Et dernière question, combien de temps dure un rayon vert ? Moins d'une seconde ? Ouais. Alors si vous restez sur place, c'est moins d'une seconde. Si vous courez, vous pouvez avoir plus longtemps. Je connais des gens, que peut-être dans les cycles, je connais des gens qui voient un coucher de soleil, se dépêchent de descendre la montagne, puis et puis se dépêchent et ils voient un nouveau coucher de soleil. Et on peut voir, comme le Petit Prince de Saint-Exupéry, plusieurs rayons verts dans la même soirée. Voilà. Alors maintenant, on comprend tout ça, comment ça fonctionne. Et maintenant, il me reste combien de temps ? 5 minutes. Oh là là, j'ai été trop bavard. Mais c'est pas grave. Vous allez voir, on va généraliser tout ça pour passer aux exoplanètes à 10 minutes. Ah super, merci. Il suffit de négocier. Hein, le temps, c'est comme l'argent, ça se négocie. Merci. Puis si vous voulez, vous faites le siège du chair et puis on va négocier 15 minutes, vous allez voir. Donc, maintenant qu'on comprend comment tous ces phénomènes qu'on observe tout simplement en étant sur Terre, comment ces phénomènes se produisent, on peut essayer de comprendre et essayer d'imaginer ce que l'on verrait si nous n'étions pas sur Terre, mais sur une planète extrasolaire qu'on appelle aussi les exoplanètes. Alors les exoplanètes, ce sont les planètes qui tournent autour d'étoiles différentes du Soleil. Quand j'étais à l'école, on disait les planètes, on en connaît... Alors on disait 9 parce qu'on croyait que Pluton était une planète. Enfin bon, on a corrigé cette erreur depuis, je vous rassure.
Donc on connaissait, quand j'étais à l'école, on connaissait que les planètes du système solaire. Et bien depuis plus de 25 ans maintenant, on a découvert des planètes autour d'étoiles différentes du Soleil. Des étoiles, le Soleil est une étoile, les autres étoiles ont aussi des planètes, et depuis 25 ans, on les découvre, et on les étudie en très très grand détail. Donc on peut imaginer à quoi ressemble leur atmosphère. Alors ça, vous voyez, quand vous avez des publications dans les journaux sur les planètes extrasolaires, souvent elles sont données avec très belles illustrations, comme celle-ci ou celle de Manchu, que vous pouvez voir dans cette conférence ou dans le livre de David Fossé, dont je fais la publicité à nouveau. Et voilà, donc on peut essayer d'imaginer, mais on peut faire aussi des vrais calculs pour savoir vraiment comment ça serait, pas uniquement imaginer, mais faire des vrais calculs scientifiques. C'est ce que je vous propose de vous présenter maintenant. Alors, en fait, ces planètes extrasolaires, vous avez sans doute déjà entendu parler à de multiples occasions. Vous voyez une image, vous voyez la NASA a découvert 10 nouvelles exoplanètes potentiellement habitables. En plus, il y a toujours la question de habitable, est-ce qu'il peut y avoir de l'eau liquide, est-ce que la température est bonne, etc. On peut aussi, voilà, dans une autre figure, un autre article au moment de la découverte des planètes Trappiste 1, des planètes découvertes autour de l'étoile la plus proche du Soleil, Proxima, donc vous voyez Proxima B, Proxima c'est la plus proche, une planète, donc la planète la plus proche, la planète extrasolaire la plus proche qui puisse exister. Alors aujourd'hui, enfin je ne vais pas faire le détail de toutes les planètes qu'on a découvertes. Aujourd'hui, pour reprendre une expression de mon collègue, oups, j'ai été trop vite. Une expression de mon collègue Alfred Vidal-Madjar, il pleut des planètes. Aujourd'hui, c'est le chiffre que j'ai pris aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui, pas hier ni avant-hier, mais aujourd'hui, on connaît 4868 exoplanètes, 3597 systèmes exoplanétaires. Et en fait, on connaît moins de systèmes que de planètes parce qu'on connaît des étoiles qui ont plusieurs planètes. Hein, ça dépasse tout seul. Là, il y a quelqu'un qui veut me faire accélérer. Et on connaît des systèmes multiples. Vous voyez, plus de 800 étoiles sont identifiées comme ayant au moins 2 planètes. Alors, si on se pose la question de quelle est la couleur du ciel de ces planètes, on peut se dire il suffirait d'en faire des images. En fait, ça ne marche pas parce que finalement, on a quasiment très peu d'images de ces planètes. Il n'y a que quelques cas. J'ai un exemple ici, le système planétaire qui tourne autour de l'étoile HR 8799. Vous voyez, c'est ce système avec 4 planètes qu'on voit tourner. Donc, mais il y a celui-là, il y a le système de Beta Pictoris. Il y a quelques systèmes pour lesquels on voit juste un point. On veut vraiment me faire accélérer, là. Le diapositive pas tout seul pour se dire dépêche-toi. Voilà. Donc, il y a quelques systèmes pour lesquels on a des images. Mais même pour ces systèmes, les images sont obtenues en infrarouge. Donc finalement, ce n'est pas sur ces images-là qu'on va avoir des informations sur la couleur du ciel de ces planètes. Et en fait, pour avoir des informations, il va falloir utiliser la technique du transit. C'est cette technique qui a permis de caractériser l'atmosphère d'un certain nombre de planètes. Et là, c'est une vue d'artiste à nouveau, des différentes couleurs possibles. Vue d'artiste, ce n'est pas vraiment extrait d'un calcul scientifique, de 10 exoplanètes que nous avions observées avec le télescope spatial Hubble. Et qu'est-ce qu'on a fait pour observer l'atmosphère de ces planètes? Je vous l'ai dit, on n'a pas d'image. Mais ce qu'on fait, c'est que finalement, on observe ces planètes quand elles passent devant leur étoile. Et quand ces planètes passent devant leur étoile, on voit une diminution de la baisse de la lumière de l'étoile, parce qu'une partie de la surface de l'étoile est cachée. C'est d'ailleurs comme ça qu'on peut les détecter. Mais en plus, il y a un autre phénomène qui se produit, c'est que quand elle est devant l'étoile, la planète, l'atmosphère est aussi devant l'étoile. Et donc on a une partie de la lumière de l'étoile qui traverse les couches atmosphériques de la planète, et qu'en analysant la lumière de l'étoile au moment où la planète est devant, on peut avoir des signatures de la présence de l'atmosphère. Et c'est vraiment comme ça qu'on détecte les atmosphères des exoplanètes, et on peut faire des mesures physiques absolument époustouflantes. On peut mesurer la température. Il y a même quelques cas où on a mesuré des variations de température avec l'altitude. Donc d'une planète qu'on n'a même pas vue. On a juste vu qu'elle passait devant l'étoile, c'est tout. Et donc on a pu faire une illustration. Par exemple, on a fait une découverte mentionnée par David Fossé au début de cet exposé
d'une planète, enfin quelques planètes qui s'évaporent, qui perdent leur gaz. Elles sont tellement proches de leur étoile qu'elles ont un énorme nuage, vous voyez comme ma cocotte minute, un énorme nuage de gaz qui occulte énormément de la lumière de l'étoile, et on a pu découvrir ainsi que certaines planètes s'évaporaient littéralement. Et puis il y a une planète toute particulière qu'on a proposé de surnommer Osiris, même si ce n'est pas le nom encore officiel de l'Union astronomique internationale, mais peut-être ça le sera un jour. Il y a une planète qui a été étudiée parce qu'elle passe devant son étoile avec énormément de détails. On connaît énormément de choses sur l'atmosphère de cette planète. Et pour vous donner un exemple, j'ai représenté ici, alors je ne vous demande pas de comprendre ce graphique, hein, c'est un graphique de travail, hein, donc, mais c'est juste pour vous montrer ce qu'on a mesuré. En fait, les bâtons là, que vous voyez là, c'est des mesures de la transparence de l'atmosphère, enfin de l'opacité de l'atmosphère, par exemple, pardon, donc l'opacité de l'atmosphère en fonction de la longueur d'onde. Vous voyez, aux alentours de 3000, 4000 angstroms, donc dans le bleu, violet, jusqu'à 7000-8000 angstroms dans le rouge. Et donc on a pu mesurer, vous voyez, c'est des traits là, donc c'est des mesures très très difficiles hein, qu'on a faites avec le télescope spatial Hubble, et on voit que l'atmosphère est beaucoup plus opaque dans le bleu que dans le vert. Vous voyez, ça monte là comme ça, c'est la diffusion Rayleigh. Et puis on voit qu'elle est beaucoup plus opaque ici. Là, c'est le sodium. Vous savez, le sodium, les lampes jaunes au sodium, le sodium absorbe dans le jaune. Voilà, donc hop. Puis là, il y a des oxydes de titane, des oxydes de vanadium. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut mesurer dans ce spectre-là. Je ne vais pas le faire, ça serait l'objet d'une conférence en entier, et ce n'est pas le but. Quand on a produit, avec mon équipe à l'Institut d'astrophysique de Paris, on a produit ces observations-là, on s'est dit comment les rendre accessibles à un public plus large. Et puis on a eu l'idée, calculons, puisqu'on a la transparence de l'atmosphère en fonction de toutes les couleurs, calculons les couleurs du ciel. Et c'est le challenge que je me suis donné, c'est un calcul qui n'est pas si évident que ça. Et donc j'ai écrit un petit programme informatique qui calcule, et ce programme, il calcule les diffusions multiples, etc. Donc c'est quand même un programme qui demande un certain temps, même sur ordinateur, pour être calculé. Et pour vous raconter l'histoire, c'est que quand j'ai fini mon programme, je savais qu'il demandait plusieurs heures de calcul. Je l'ai lancé un soir, et le lendemain matin, juste en me levant, je me dis, ah oui, je vais aller voir le résultat. Et j'étais absolument persuadé, comme il y a la diffusion Rayleigh que je vous ai montré ici, que je vous ai montré là, sur la gauche là, j'étais absolument persuadé qu'on allait avoir des couleurs un peu différentes, mais plutôt similaires aux couleurs du ciel sur Terre, parce que la diffusion Rayleigh fait le ciel bleu, donc je m'attendais à trouver un ciel bleu. Et puis, résultat du calcul, je le fais afficher sur mon écran. Je peux vous assurer que c'est une surprise, et je me suis dit, crotte de zut, j'ai dû me tromper quelque part. Donc j'ai refait les calculs, j'ai vérifié mon programme et tout, mais en fait c'était correct. Le ciel est couleur inversée, vous voyez, un coucher de soleil de couleur inversée. Le ciel est pourpre, et le soleil qui se couche est plutôt verdâtre. Et en fait, j'avais tout simplement oublié un truc fondamental, c'est qu'il y a l'absorption dans le sodium qui est là. Vous voyez ? Et ça joue un rôle énorme dans la perception des couleurs que l'on a. Et c'est l'absorption du sodium qui est très large, qui est très, très importante dans cette atmosphère, qui donne cette couleur tout à fait particulière de ce ciel de la planète Osiris. Alors, pour terminer, finalement, ce sera les dernières diapositives de cette conférence, on pourrait imaginer, comme la NASA l'a fait, qu'on va faire des voyages. Vous voyez, ils ont déjà même fait des affiches pour vendre leurs tickets de voyage sur les planètes extrasolaires, là, pour voyager sur la planète Trappiste 1E. Donc les tickets ne sont pas encore en vente, mais ça ne saurait tarder. Et donc imaginons que nous soyons capables d'aller dans l'atmosphère de cette planète, et voyons qu'est-ce que nous verrions si nous étions là-bas et que nous observions un coucher de soleil de la planète Osiris. Alors, vous voyez ce dessin qui servait de l'illustration, qui est dans le livre de David Fossé, finalement a repris, c'est inspiré, parce que toutes les illustrations de ce livre sont inspirées de faits scientifiques, en fait. Hein. Donc c'est des vues d'artistes, ce n'est pas des photographies, mais qui sont à chaque fois appuyées par des
des communications des scientifiques qui indiquent ce qu'ils pensent devoir être la réalité. Et regardez, en fait, ça c'est un zoom sur le dessin de Manchu. En fait, il a aussi dessiné un petit ballon sonde. Et si vous voulez voir un coucher de soleil sur Osiris, d'abord, vous ne pourrez pas vous mettre sur votre canapé parce que c'est une planète gazeuse. Donc, il n'y a pas de sol solide comme ça. Il va falloir aller voyager dans un ballon sonde. Et puis, en plus, si vous restez sur place, vous pouvez attendre indéfiniment le coucher de soleil. Vous n'allez jamais le voir parce que la planète tourne sur elle-même à la même vitesse qu'elle tourne autour de son étoile. Ça fait que, vu à un endroit, le soleil est toujours à la même hauteur. Si vous êtes du côté nuit, il fait toujours nuit. Si vous êtes du côté jour, le soleil est en haut et il ne bouge pas. Donc si vous voulez voir un coucher de soleil, c'est vous qui devez vous déplacer. Et donc on imagine qu'on a un ballon sonde. Et donc dans quelques années, je vendrai des tickets pour aller observer des couchers de soleil de la planète Osiris. Et comme film publicitaire, je vous propose donc le film suivant, que je vous laisserai contempler, qui est un film à partir des... C'est un vrai... Alors, ce n'est pas des vues d'artistes, c'est vraiment des images calculées à partir des propriétés optiques de l'atmosphère telles que nous les avons mesurées avec le télescope spatial Hubble. C'est vraiment... c'est pas une vue d'artiste, c'est un film scientifique, en quelque sorte. La vue réelle, où on tient compte de la sensibilité de l'œil aux couleurs, aux différentes longueurs d'onde. Donc, issu d'un vrai calcul scientifique. Et donc, je vais terminer cette conférence en vous laissant contempler un coucher de soleil sur la planète Osiris. Je vous laisse contempler en silence, et puis après, je prendrai les questions. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Alain Lecallier pour cette conférence. Il va falloir du temps pour aller sur HD 209 458b. Il va falloir quand même un peu de temps pour aller jusqu'à... Oui, enfin, c'est pas pour demain. C'est une planète qui doit se situer aux environs de 150 années-lumière de chez nous. Donc même si vous alliez à la vitesse de la lumière, il vous faudrait 150 ans pour y aller. Pour l'instant, on va se contenter des calculs scientifiques ou des vues d'artistes. Voilà, et le mélange des deux est assez joli. Alors, il y a du temps pour des questions. Oui. Merci. Bonjour, merci pour la présentation. Il y a juste un petit détail que je n'ai pas bien compris. C'était sur le schéma de la gouttelette, oui. Où il y a la lumière qui entre. J'ai pas bien saisi pourquoi la lumière rebondit une fois sur la membrane, puis après elle réussit à ressortir. Pourquoi elle continue pas à rebondir, ou bien pourquoi elle sort pas directement la première fois en fait? Oui, il y a une partie de la lumière. Alors, il y a une partie de la lumière qui rebondit, une partie de la lumière qui traverse. Toujours. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle. Vous vous souvenez, il y avait ceux qui avaient raison pour l'arc-en-ciel avec le bleu au-dessus. Et le bleu, c'est la lumière qui a fait un deuxième rebond. Alors bon, je ne trouve pas la diapositive. Bon, c'est pas grave, mais bon, la réponse c'est il y a une partie de la lumière qui traverse, une partie qui réfléchit à l'intérieur de la gouttelette. Donc ça fait déviation, rebond, déviation, ça sort. Mais il y a une partie aussi qui fait déviation, rebond, rebond et qui sort. Et cette lumière-là, comme elle fait un tour de plus en quelque sorte, enfin pas les mêmes angles, ça fait un arc-en-ciel qui est dans l'autre sens. Et le deuxième arc-en-ciel que vous voyez au-dessus, c'est la lumière qui a rebondi 2 fois à l'intérieur de la gouttelette. On a le temps peut-être pour une dernière question éventuellement. Oui. Bonjour. Oui, alors moi, c'est peut-être pas une question, plus une requête. Je rebondis sur ce que disait madame sur l'observatoire du 14e. Oui. Effectivement, la ville, tout ça, la pollution, c'est pas bien. Donc, pour les scientifiques, c'est pas terrible. Mais pour le commun des mortels, si on pouvait aller jeter un coup d'œil de temps en temps dans la lunette, voir Jupiter, par exemple, ou Mars, ce serait peut-être un moyen, justement, de permettre au grand public d'aller regarder dans un gros télescope une planète. Oui, je suis 100% d'accord.
Il y on le voit a très bien en une ville, les petite planètes. dizaine d'années, j'avais même, avec un collègue découvreur de planètes, on avait fait un peu de lobbying auprès de la présidence de l'Observatoire de Paris pour essayer de rendre plus accessible. Mais pour dire la vérité, c'est que donc je faisais partie du lobbying pour ce genre d'action. En pratique, il y a des contraintes de sécurité pour l'accès au public, pour l'accès à ce genre de dispositif. Oui, mais sauf que pour que le président puisse dire il y a du public qui rentre et ça doit faire de l'objet, c'est le monument historique. Il y a un vrai problème de sécurité de monument historique. Le président, il m'a expliqué, pour changer la position de 2 arbres dans le parc de l'Observatoire de Paris, c'était une véritable galère. En fait, c'est possible, mais c'est ça demande une mobilisation colossale. Voilà. C'est compliqué, pour des raisons administratives, et j'en suis le premier désolé. Mais ceci dit, pour revoir avec des télescopes, il y a l'AFA qui organise un certain nombre d'actions, etc. Il y a d'autres dispositions. Pour l'accès à la lunette historique de l'Observatoire de Paris, c'est malheureusement compliqué. Et observer dans cette lunette, ou celle de l'Observatoire de Meudon, pas très loin de Paris, c'est compliqué. Ouais. Je crois qu'il y a des actions qui sont quand même envisagées pour les rendre plus accessibles, au moins à la visite. Donc ça, c'est pas vraiment des soirées d'observation, mais en tout cas, on peut voir les instruments. Mais ce que tu décris, effectivement, j'ai déjà entendu ça. Hein, les contraintes, d'une part, du fait que c'est un monument historique, et d'une part, qu'il faut quand même une sécurité du public qui soit vraiment optimale. Si vous avez déjà vu la coupole dans le 14e, donc au-dessus de l'Observatoire de Paris, elle est vraiment au sommet. C'est vertigineux quand on est en haut, on a une très belle vue, mais bon, c'est pas très sécurisé. Et en plus, la coupole, le plancher de la coupole tourne sur elle-même, bien sûr, pour pouvoir suivre la trappe de la coupole tourne en fonction de la position que la lunette pointe sur le ciel. Il y a un effet qui est assez drôle qu'on raconte, c'est que quand vous êtes sous cette coupole avec quelques hublots, on appelle ça le sous-marin un peu, je crois, quand l'endroit par où vous êtes entré, comme la coupole tourne, la porte tourne aussi. Et en fait, si vous restez une soirée à observer les étoiles, c'est super, etc., et vous vous dites, bon, je vais sortir, me désaltérer ou je ne sais quoi, vous ouvrez la porte et vous faites une chute de, 25 mètres, parce que la porte a tourné, en fait. Il y a plein de... Bon, c'est un petit détail, mais il y a plein de raisons qui font que c'est vraiment un endroit pas forcément simple à sécuriser. Ça sera peut-être fait un jour, c'est possible, hein, mais ça demande énormément de mobilisation. Oui. Alors Meudon, il y a un autre souci, c'est qu'il y a eu un problème sur la trappe qui à cause d'une tempête, et donc il a fallu rénover la trappe, c'était compliqué, il y a eu des fuites, donc la lunette elle est en sécurité, mais elle n'est pas complètement restaurée. Donc là, c'est un autre problème, c'est plutôt un problème de restauration. Enfin, on s'est éloigné beaucoup des couleurs du ciel, on peut applaudir, merci Alain Le Cavalier.